Belle bonjour les amis, je suis Liv, votre dénicheuse culturelle avec intention et aujourd'hui j'ai choisi de chroniquer Pluie et vent sur Tel et Miracle de Simone Schwartz-Bart, décollage immédiat pour la Guadeloupe. Chaque livre est un tambour. Ici, on fait vibrer les voix que l'on tait. Tout d'abord, je vais te parler de l'autrice. Simone Brumand est née en 1938 de parents guadeloupéens. Elle passe son enfance entre la Guadeloupe et la Martinique. En 1956, elle part étudier à Paris, où elle va faire la rencontre quelques années plus tard à Paris d'André Schwartz-Bart, qui est de 10 ans son aîné et qui est en plein dans l'écriture de son roman Le Dernier des Justes, qui accessoirement a eu le prix Goncourt en 1959. C'est vraiment un coup de foudre entre les deux. Ils vont passer quelques années comme ça à s'écrire. Ils vont quand même finir par se marier. C'est vraiment André qui va la pousser à écrire parce qu'il va déceler chez elle vraiment un talent de romancière. Ils vont d'ailleurs écrire à quatre mains Un plat de porc aux bananes vertes, qui est publié en 1967. Et en fait, c'est un roman qui raconte le lien entre l'esclavage et le génocide des Juifs. Pluie et vent sur Tel et Miracle est le premier roman qu'elle va écrire seule. Elle le publie en 1972 et c'est un court récit de 248 pages. Le pays dépend bien souvent du cœur de l'homme. Il est minuscule si le cœur est petit et immense si le cœur est grand. Dans ce roman, on suit plusieurs générations de femmes à travers le regard de Télumé, une Guadeloupéenne, une paysanne guadeloupéenne. En fait, on suit plusieurs tranches de vie de femmes en Guadeloupe, puisque dès le départ, on sait que ça se passe en Guadeloupe, puisque page 11 du récit, on a, juste après Ninkipit, « Si on m'en donnait le pouvoir, c'est ici même, en Guadeloupe, que je choisirais de renaître, souffrir et mourir. » Par contre, on ne sait pas exactement quand se passe le récit et on n'a pas d'infos vraiment sur la ville. On sait que ça se passe plusieurs années après l'abolition de l'esclavage, puisque page 12, on nous dit « Elle avait eu pour mère la dénommée Minerve, femme chanceuse que l'abolition de l'esclavage avait libérée d'un maître réputé pour ses caprices cruels. Après l'abolition, Minerve avait erré, cherchant un refuge loin de cette plantation, de ses fantaisies, et elle s'arrêta à l'abandonner. Des marrons avaient essaimé là par la suite, et un village s'était constitué. » Ici, donc, mon intention est de te donner envie d'aller lire ce roman. Donc, je vais t'exposer les éléments, les 4 éléments qui m'ont marqué. Déjà, le premier élément qui m'a marqué, c'est que le cycle de la nature, des saisons dans ce roman, est lié au cycle de la vie de la narratrice, donc Télumé. On le voit bien déjà dans le titre, Pluie et vent sur Tel et Miracle. En fait, la pluie, c'est le symbole du malheur et le vent, c'est le symbole des soutiens de ses ancêtres et d'un renouveau. Et en créole, on a une expression qui, je le traduis, après rire, c'est pleurer, c'est-à-dire que après un événement heureux, on va dire, on aura toujours le malheur. Et là, ça, c'est vraiment représentatif de cette expression-là. Et donc, on a dans ce livre un grand respect pour la terre, pour les ancêtres, pour le fait de manger ce qu'on a cultivé. Donc il y a vraiment un amour en fait des traditions, enfin c'est comme ça que je le ressens. Et on a effectivement cette alternance de joie et de malheur tout au long de la vie de Télumé. Et page 238, on nous dit « Je ne savais trop que penser, me disant que la méchanceté du nègre est comme un fusil chargé à blanc, tandis que la méchanceté de la vie est un fusil à balles qui vous transperce et vous tue. » L'autre chose qui m'a marqué dans ce roman, c'est l'ombre silencieuse de l'esclavage. Alors, je te l'ai dit tout à l'heure dans une citation, on sait que l'esclavage a été aboli au moment où vivaient
l'arrière-grand-mère de Télumé, donc ça fait quand même un petit moment, même si on ne connaît pas les âges et on ne connaît pas la date exacte. Mais on sent quand même cette ombre silencieuse de l'esclavage. Il régit encore les rapports sociaux aux Antilles. Les Noirs galèrent. Ils sont obligés de faire des petits boulots, de travailler dans le champ de canne, d'être au service de familles blanches. Et cette pauvreté entraîne des comportements malsains, la violence, l'alcoolisme. Et on dit, page 62, « Crois-tu, Toussine, que si nous étions encore esclaves, nous mangerions cette bonne daube de cochon, le cœur si content ?» Troisième chose qui m'a marqué dans ce roman, c'est vraiment que c'est presque un conte en fait, ancré dans le folklore antillais. Le style très poétique et imagé de Simone Schwarzbart met en valeur l'utilisation du créole. On a beaucoup d'expressions en créole. On a aussi une métaphore filée avec le tambour, qui est à la fois le symbole de la résistance, le symbole de l'identité des Noirs et une métaphore en fait avec le cœur des femmes. Page 64. Sois une vaillante petite négresse, un vrai tambour, à deux faces, laisse la vie frapper, cogner, mais conserve toujours intacte la phase du dessous. Page 216. Tout à coup, je sentis l'eau du tambour couler sur moi et lui redonner vie, à petites notes humides d'abord, puis à large retombées, qui m'ondoyaient et m'aspergeaient, tandis que je tournoyais au milieu du cercle. Dernière chose qui m'a marqué, c'est vraiment la place centrale des femmes dans ce roman. En effet, ce roman est une saga familiale, même voire une saga matriarcale. Et la plupart des hommes dans ce récit occupent une place secondaire. Ils sont soit absents, soit en prise avec leurs démons, soit c'est l'alcool, soit c'est la violence. Les femmes, quant à elles, sont des personnages d'envergure. C'est des femmes fortes, des femmes douboutes ou des femmes tambours, comme on pourrait les dire en créole. Télumé est une femme qui a été abandonnée, a eu plein de péripéties dans sa vie, mais elle est toujours là pour ceux qu'elle aime. Elle est toujours de bons conseils et elle perpétue la mémoire de ses ancêtres en fait. Donc en résumé, Pluie et vent sur Télumé Miracle est un conte poétique, puissant et politique que je te recommande de découvrir de toute urgence. Et si tu as envie d'aller plus loin dans ces thématiques-là, je t'invite à lire Moi Tituba sorcière de Salem de Maryse Condé, qui est une femme féministe, voyage de la Barbade aux États-Unis. Tu peux également lire Beloved de Toni Morrison, qui est un conte fantastique autour de l'esclavage aux États-Unis. Je t'invite également à lire Racine d'Alex Haley, qui est une saga familiale qui retrace plusieurs générations de Noirs d'Afrique jusqu'aux États-Unis. Voilà, n'hésite pas à me dire si tu as lu un de ces livres. Et je te recommande aussi, pendant ta lecture, d'écouter l'album Jeu de dames, notamment le titre Femme Doubout et Tibébé. Vraiment, si la femme n'avait d'existence que dans les œuvres littéraires masculines, on l'imaginerait comme une créature de la plus haute importance, diverse, héroïque et médiocre, magnifique et vile, infiniment belle et hideuse à l'extrême, avec autant de grandeur qu'un homme, davantage même, de la vie de quelques-uns. Mais il s'agit là de la femme à travers la fiction. En réalité, comme l'a indiqué le professeur Trévelian, la femme était enfermée, battue et traînée dans sa chambre. Une chambre à soi, Virginia Woolf. J'espère que cette chronique t'aura donné envie de découvrir les vibrations de ce roman. Abonne-toi pour faire résonner le son du tambour. À bientôt! Psst, n'hésite pas à aller voir ma chronique du dernier roman de Racine Benzine.